Édition du journal à langue française, à la présentation Patrick Nilidandi, tout de suite l'essentiel de l'actualité. Les experts en santé ainsi que les décideurs du centre sanitaire estiment qu'il est nécessaire de mettre en place de stratégies solides pour prévenir une maladie provoquant une élévation sévère de la tension artérielle chez les femmes enceintes. Dans certains hôpitaux de la ville de Kigali, certaines femmes enceintes présentent une tension artérielle très élevée. L'une d'entre elles a donné naissance à un enfant en bonne santé, tandis que l'autre a perdu son bébé en raison de l'hypertension sévère dont elle souffrait. La préclampsie était actuellement au centre des discussions entre les experts médicaux venus du monde entier. Elle est responsable de 16% des décès maternels et des 500 000 naissances prématurées à l'échelle mondiale, y compris le Rwanda. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Rwanda, OMS, a indiqué qu'à l'issue de 4 jours de discussions, ils espèrent parvenir à des solutions communes pour faire face à ce problème. Environ 3% des femmes enceintes développent cette maladie, laquelle est responsable de 15% de l'ensemble des décès maternels. Au Rwanda, la préclampsie est la deuxième cause de mortalité chez les femmes enceintes après les hémorragies sévères. Le professeur Stéphane Rulissa, expert en médecine, a souligné qu'il s'agit d'un problème majeur nécessitant une attention particulière dans le domaine de la santé. Le directeur des services de santé et de l'élévation au ministère de la Santé, Dr Anasta Rukundo, a quant à lui affirmé que plusieurs mesures ont contribué à la réduction de la mortalité maternelle et infantile, désormais estimée à 149 décès pour 100 000 naissances, y compris ceux liés à cette maladie. Les interventions urgences au moins de 15 minutes, le taux de 98% d'accouchement en milieu hospitalier, ainsi que le fait que 98% des accouchements soient assistés par des professionnels de santé ont fortement contribué à la lutte contre cette maladie actuellement discutée par les experts médicaux du monde entier. Poursuivons toujours en actualité nationale. L'Assemblée plénière de la Chambre des députés a adopté une loi relative au commerce des actifs numériques dont on entend des retombées positives pour le développement de l'économie basée sur les technologies ainsi que pour le renforcement de la confiance des investisseurs, alors que le monde continue d'intensifier l'utilisation des technologies, notamment dans le commerce et la gestion des actifs numériques. L'Assemblée plénière des députés a adopté cette loi encadrant leur commerce. Parmi les observations formulées par les députés figure la nécessité d'en améliorer le contenu afin qu'elle produise les résultats attendus. Le président de la Commission de l'économie, du commerce de la Chambre de députés a expliqué comment cette loi sera appliquée et a également indiqué que le commerce des actifs numériques s'effectue sur plus de 924 marchés à travers le monde, mais que tous ne seront pas autorisés. À l'échelle internationale, sur une population mondiale dépassant 8,3 milliards d'habitants, plus de 79 millions de personnes pratiquent régulièrement le commerce des actifs numériques. Au Rwanda, environ 350 000 personnes se sont déjà engagées dans ces types de commerce. Christophe Fizi est un homme politique opposé à la discrimination aux divisions de la Première et de la Deuxième République au Rwanda, affirme que le génocide contre les Tutsis a été préparé pendant longtemps car le comportement des autorités de l'époque laisse déjà entrevoir un projet malveillant visant à exterminer les Tutsis bien avant 1994. Dans un entretien accordé à la télévision nationale, il revient sur le massacre des Tutsis dans plusieurs régions du Rwanda avant 1994, les massacres qui n'ont suscité aucune réaction des autorités rwandaises dès l'époque. Nous l'écoutons. Je me suis dit, je ne peux pas participer dans un parti où les gens sèment le trouble, entretiennent des milices, une milice en tout cas, une Interahamwe qui était vraiment destructive. Et je voyais
le président de la République se rapprochait davantage de ces milieux extrémistes publiquement. Je le voyais faire des choix politiques sans vraiment se rendre compte que ces choix n'avançaient pas l'unité du pays. Juste un exemple. Dans une des résolutions lors des négociations à Arusha, il était question de partager le pouvoir. Okay. C'est une notion que je déteste politiquement déjà. Il y avait des gens vraiment qui poussaient pour que la réaction à la guerre lancée par le FPR soit l'élimination systématique des Tutsis. Ça, il y avait une opinion ferme parmi certains civils et certains militaires. Et le réseau Zéro dont je parle était parmi les cellules animatrices de cette tendance. Et donc, le président m'a dit, c'est ce que je sais, je lui ai dit, Monsieur le Président, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je l'ai dit 3 fois, et j'ai tourné les talons, je suis parti. Vers 16h, 15h, 16h, le ministre de l'Intérieur, alors, qui était alors Jean-Marie Vianney Mugemana, m'a téléphoné pour me dire qu'il vient de Gisenyi. Qu'il a interpellé le bourgmestre de Kibirira et le sous-préfet d'Ongororero, qu'ils ont été éloignés. En fait, on les a mis en prison, je crois. Pourquoi ils m'appelaient moi? Pourquoi? Parce qu'ils étaient mal à l'aise. Ils étaient mal à l'aise que j'ai découvert la vérité des chiffres et la vérité de l'action qu'on avait cherché à couvrir. Et je persiste à penser qu'on a cherché les victimes visibles parce que le bourgmestre m'avait dit qu'il a averti toutes les autorités qui devaient l'être et qu'il n'a eu aucun concours pour arrêter les troubles. Mais la peur, il faut un moment la dépasser quand on est un homme sérieux. Il faut dépasser la peur, il faut se mettre en danger pour les autres. C'est comme ça. Même pour publier cette lettre, je me mettais en danger, j'étais conscient. Oui. J'ai réussi à déjouer tous les systèmes de surveillance pour faire rédiger cette lettre dans une imprimerie de la capitale sans être découvert. On s'est rendu compte, c'est peut-être ce qui m'a sauvé, on s'est rendu compte que j'étais capable de faire une action qu'ils ne découvriraient pas malgré l'armada de surveillants dans les imprimeries, etc. Mais j'y suis arrivé. Donc je savais que je courais un danger, mais je l'assumais. Donc moi, je crois fermement que le génocide, il y avait au moins une cellule qui s'y préparait, au moins. La cellule du réseau Zéro. Ça, je suis certain. La suite de ce journal, le ministère de la Jeunesse et du Développement des Arts indique que dans le cas de l'autonomisation des jeunes, des opportunités leur sont offertes à travers le Fonds de garantie pour les jeunes. Le ministre de la Jeunesse et du Développement des Arts a expliqué comment ces financements seraient accordés.
Dans le cadre de la création d'emplois, différentes institutions se concertent au niveau national pour développer des initiatives et rechercher des opportunités. Premièrement, la jeunesse rwandaise aujourd'hui se distingue par son esprit entrepreneurial. On voit des jeunes qui possèdent des boutiques, qui ont lancé des entreprises et qui souhaitent se développer. Ils peuvent emprunter de l'argent et le rembourser. L'initiative que nous avons au ministère pour 2026 s'appelle Aguka Youth Fund. Nous l'avons mise en place en collaboration avec la BRD. Actuellement, nous sommes en train de sélectionner les premiers bénéficiaires que nous considérons comme un projet pilote afin d'évaluer sa faisabilité. Une fois le projet pleinement opérationnel, un jeune pourra demander un prêt et ne payer qu'un taux d'intérêt de 9% à la banque. L'État se portera garant à hauteur de 90% de ce prêt. Le bénéficiaire devra, quant à lui, apporter 10% comme garantie en espèces, donc cash collateral, et démontrer qu'il exerce déjà une activité. Nous visons ainsi les jeunes, y compris en milieu rural, qui ont une activité, qui collaborent déjà avec les banques, qui gèrent une entreprise fonctionnelle, qui paient leurs taxes et disposent d'un numéro d'identification fiscale, TIN number. Dans un premier temps, environ 500 jeunes seront sélectionnés et ce nombre augmentera progressivement, car de nombreux partenaires souhaitent soutenir ce fonds. Pour l'instant, le fonds s'élève à 1,5 milliard de francs rwandais, mais des partenaires envisagent de l'augmenter. Son expansion dépendra aussi de l'engagement des jeunes bénéficiaires à utiliser efficacement les fonds et à les rembourser. Les habitants qui fréquentent l'hôpital de Gihundwe en district de Rusizi saluent les forces rwandaises de défense pour avoir rapproché des services de santé, y compris des soins spécialisés qui n'étaient pas habituellement disponibles dans cet établissement. Ces activités de rapprochement de soins vont durer 1 mois en district de Rusizi où les patients bénéficient des services spécialisés couvrant 9 types de maladies. Jean-Benoît Michel pour plus de détails. Tabaro Cyprien, âgé de 63 ans, rencontré à l'hôpital de Gihundwe, se déplaçant en fauteuil roulant, a été amputé de la jambe l'année dernière. Cependant, la partie restante a développé d'autres complications. Il se demandait comment il pourrait trouver des moyens financiers pour poursuivre son traitement. On m'a amputé la jambe. Je suis retourné à Butare, puis on m'a orienté vers Kigali. Je me demandais comment trouver les frais de transport. C'était impossible pour moi. Je ne sais pas comment remercier les forces de défense du Rwanda. Seul Dieu peut les récompenser, ainsi que notre président qui les a envoyés jusqu'ici. Outre Tabaro, de nombreux autres patients venus de différents soins médicaux se sont rendus à l'hôpital de Gihundwe en fait de consulter des spécialistes mis en leur position. Étant donné que cet hôpital ne dispose pas habituellement des nombres suffisants de médecins spécialisés. Le directeur de l'hôpital de Gihundwe, Dr Nkunziza Jean-Pierre, affirme que cette initiative permettra d'accélérer les services et de renforcer les compétences du personnel médical grâce à la collaboration avec ces spécialistes. Dans le domaine médical, nous apprenons en permanence. Lorsqu'on a l'opportunité de travailler avec des spécialistes, c'est encore mieux. Une équipe composée de spécialistes dans différents domaines est venue collaborer avec notre personnel, ce qui leur permettra d'acquérir davantage de compétences, tant sur le plan clinique que dans la prestation globale des services. La vice-maire du district de Rusizi en charge des affaires sociales, Mukakarisa Francine, souligne que cette initiative contribuera à réduire le nombre de patients obligés de se déplacer loin pour consulter des spécialistes. Lorsque les gens apprennent que les services leur sont rapprochés et qu'ils ne paient que 10%, ils viennent nombreux. Rien n'est plus précieux que la santé. Même si l'on ne guérit pas immédiatement, on peut au moins connaître sa maladie et savoir comment se faire suivre. Hormis ça, peut-être les frais de transport, nous leur sommes reconnaissants de nous avoir choisis parmi d'autres régions, surtout que nous sommes éloignés de la capitale.
serivisi natwe bakaduhitamo kuko mu Rwanda ngira ngo Rusizi niyo iri kure cyane ugereranyije n'umurwa mukuru. Ces activités de forces de défense du Rwanda visant à rapprocher les services de santé ont débuté en mars de cette année dans le district de Gicumbi et Kirehe. Elles se poursuivent actuellement pour un mois dans le district de Rusizi et seront étendues à d'autres districts. Parallèlement, ces actions incluent également la construction de logements pour les habitants, la distribution de bétail, la réhabilitation des ponts endommagés et d'autres initiatives visant à améliorer les conditions de vie de la population. L'ensemble de ces activités prendra fin en juillet lors de la célébration du 32e anniversaire de libération. À présent, la page consacrée à la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis. Le ministère de l'Éducation affirme renforcer ses efforts pour enseigner aux élèves l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, ainsi que les valeurs de droiture et de respect. L'objectif est de faire de l'école un espace non seulement d'apprentissage, mais aussi de formation d'individus responsables, exempts de toute idéologie génocidaire. Jean-Benoît Michel pour le récit. Certains élèves du secondaire expliquent que l'étude approfondie de l'histoire du génocide, de sa préparation à son exécution, leur permet de mieux comprendre les périodes sombres traversées par leur pays et de se prémunir contre toute tentative de manipulation ou de falsification de ces faits. Lorsque nous étudions l'histoire, on nous explique qu'autrefois, on divisait les gens en deux mondes qui étaient les Tutsis et qui étaient les Hutus. Aujourd'hui, nos enseignants mettent l'accent sur l'unité et l'amour du pays. C'est cela qui peut nous aider à prévenir un nouveau génocide et à lutter contre son idéologie. Du côté des enseignants, ceux qui dispensent des cours de l'histoire reconnaissent qu'ils éprouvaient auparavant une certaine gêne à aborder le génocide contre les Tutsis. Cependant, grâce aux formations reçues, notamment à travers des programmes d'éducation civique, ils se sentent désormais plus à l'aise et confiants dans leur manière d'enseigner ce sujet sensible. Avant, il y avait des sujets que l'on abordait avec hésitation, notamment lorsqu'il s'agissait d'expliquer les divisions ethniques. On craignait de mal s'exprimer, d'en subir des conséquences. Aujourd'hui, nous pouvons les enseigner avec plus d'assurance. Le ministre de l'Éducation, Joseph Nsengimana, souligne que son ministère s'engage pleinement dans la formation d'une jeunesse unie, dépourvue de toute forme de division et d'idéologie génocidaire. En tant que ministère de l'Éducation, nous avons la responsabilité de préserver la mémoire et de former une jeunesse sans idéologie génocidaire. Nous devons enseigner l'histoire telle qu'elle est et promouvoir les valeurs d'unité, de droiture et de respect afin que l'école devienne une source de formation de citoyens accomplis. Par ailleurs, le ministère de l'Unité des Rwandais et de l'engagement civique, MINUMRE, en collaboration avec le Rwanda Basic Education Board, REB, a organisé plusieurs sessions de formation destinées à renforcer les compétences des enseignants dans l'enseignement de l'histoire du Rwanda. En particulier, celle du génocide perpétré contre les Tutsis. Plus de 2400 enseignants ont déjà bénéficié de ces formations. La suite de cette édition, le ministère de la Santé a annoncé que le prochain exercice budgétaire du régime d'assurance maladie communautaire débutera avec le versement anticipé des fonds de capitalisation au centre de santé, une mesure qui devrait résoudre le retard ayant effectué les prestations de services. Les détails avec Michel Iradukunda.
Dans de nombreux centres de santé, un grand nombre de patients consultent chaque jour. Les responsables expliquent que tous les services fournis doivent être enregistrés et soumis à l'Office rwandais pour la sécurité sociale, RSSB, pour vérification avant que les paiements ne soient effectués. Ce processus peut prendre du temps et perturber ainsi le bon déroulement des services. Nous recevions des paiements en retard. Après avoir soigné les patients, nous soumettions les factures via le système et attendions le remboursement. Cependant, certains services facturés étaient parfois rejetés ou supprimés. Cette situation entraînait également des retards dans le paiement des pharmacies, ce qui causait d'autres désagréments. Par conséquent, nous accusions souvent du retard dans le règlement des médicaments déjà utilisés. Le ministère de la Santé a récemment confirmé que dès le prochain exercice du régime d'assurance maladie communautaire, les fonds de capitation seront versés à l'avance, après quoi les centres de santé rendront compte de leur utilisation. Les responsables des centres de santé ont estimé que ce changement permettra de résoudre les difficultés liées au retard de paiement, notamment celles concernant la disponibilité des médicaments essentiels. Il s'agit d'une initiative très positive qui nous aidera à relever certains défis auxquels nous faisons face dans les centres de santé. Recevoir les fonds de capitation à l'avance nous permettra de mener les activités essentielles à temps et d'améliorer la qualité des services. Cela contribuera également à garantir la disponibilité des ressources nécessaires, y compris les médicaments. Nous avons accueilli cette initiative avec satisfaction car elle aidera les structures de santé à surmonter certains des défis rencontrés auparavant. Dans le passé, les établissements disposaient souvent des moyens financiers limités et pour l'achat des médicaments, ils ne pouvaient commander que selon leur capacité financière. Cela entraînait donc parfois des pénuries et des retards dans la prise en charge des patients. Le ministre de la Santé, Dr Sabin Nsanzimana, a déclaré qu'après avoir constaté les difficultés rencontrées par les centres de santé et leur impact sur la prestation des services, le gouvernement a décidé de mettre en place ce système de paiement anticipé. Cette mesure devrait améliorer de manière significative l'efficacité du secteur de la santé. Les centres de santé ne sont pas financièrement stables. Il manque souvent des fonds suffisants. Pour être payés, ils doivent conserver les factures et les dossiers, puis attendre de demander le remboursement, ce qui entraîne des retards. Le gouvernement, en collaboration avec les institutions concernées, telles que le ministère des Finances et de la Planification économique et l'Office rwandais pour la sécurité sociale, a examiné cette question. Nous avons convenu que puisque nous connaissons déjà les montants alloués aux centres de santé à la fin d'une période donnée, il serait préférable de leur verser ces fonds à l'avance. Cette approche permettra aux centres de santé de reconstituer leur stock de médicaments à temps plutôt que d'attendre les remboursements. Nous assurerons également un suivi rigoureux de l'utilisation de ces fonds afin d'éviter toute mauvaise gestion ou détournement, ce qui pourrait entraîner des pénuries des médicaments. Nous sommes convaincus que cette réforme contribuera efficacement à résoudre le problème de la disponibilité des médicaments. Les patients affiliés à l'assurance maladie communautaire ont souvent signalé qu'ils ne recevaient pas tous les médicaments prescrits dans les centres de santé. Le ministère de la Santé a estimé que cette réforme permettrait également de résoudre ce problème. Le nouveau système devrait entrer en vigueur lors du prochain exercice du régime d'assurance maladie communautaire en juillet. Les centres de santé recevront à l'avance des fonds de capitation couvrant une période de 3 mois, puis rendront compte de leur utilisation. Cette réforme s'accompagne également d'un élargissement de la liste des maladies prises en charge par l'assurance maladie communautaire, ainsi que d'une augmentation des cotisations payées par les citoyens. Restons dans le domaine médical pour signaler que le programme d'assurance maladie communautaire, connu sous l'appellation mutuelle de santé, a permis au Rwanda de se hisser à la 4e place en Afrique parmi les pays offrant un meilleur accès aux services de santé. C'est ce qu'a révélé le rapport Number Quality of Life Index Ranking avec Jean-Benoît Michel pour plus de détails. Les citoyens bénéficiant de ce système depuis plusieurs années
salue une initiative qui leur a permis d'accéder aux soins à moindre coût. On ne peut pas dépasser 30 minutes de trajet, car les centres de santé ont été rapprochés des populations, comme je le constate moi-même. Dès que vous avez la mutuelle de santé, vous vous faites soigner à moindre coût. Vous ne restez pas malade à la maison. Vous vous rendez directement au centre de santé et on vous accueille. On vous soigne, on vous donne des médicaments et vous rentrez guéri. Selon ce classement sur la qualité de la vie, le Rwandais occupe la 4e place en Afrique, derrière la Namibie, le Botswana et l'Afrique du Sud, avec un indice de 122,13, ce qui traduit un niveau de vie globalement satisfaisant. Le directeur de la santé publique au ministère de la Santé, Dr Oreste Tuganeyezu, estime que ces résultats sont justifiés. L'un des premiers résultats visibles, également reflété dans ce rapport, est la baisse de la mortalité maternelle qui est descendue à 105 décès pour 100 000 naissances. Ce chiffre devrait continuer à diminuer à mesure que les services de santé s'améliorent. La mortalité infantile a également reculé, même si des efforts restent nécessaires. Les décès des enfants de moins de 5 ans ont diminué, tout comme les cas de malnutrition chronique. Ce rapport met en évidence les résultats des efforts du gouvernement pour améliorer les services de santé. Le rapport souligne également l'impact positif des investissements du secteur privé dans les structures de santé qui viennent compléter les services publics. L'an dernier, les cotisations des membres de la mutuelle de santé s'élevaient à 31 milliards de francs rwandais, soit 34% des dépenses totales de la santé. Pourtant, au cours de 10 dernières années, les coûts de prise en charge ont augmenté, passant de 39 à 98 milliards de francs rwandais, alors que les cotisations n'avaient pas été ajustées jusqu'à leur récente révision. Les infrastructures de santé sont multipliées. Aujourd'hui, plus personne ne parcourt 10 km pour accéder aux soins. Par ailleurs, l'espérance de vie, qui était 45 ans il y a 25 ans, est passée de 70 ans aujourd'hui. Cela montre clairement l'impact du service de santé sur cette évolution. Dans cette dynamique, le gouvernement, à travers le programme NCT2, prévoit de réduire davantage la mortalité maternelle à 60 décès pour 100 000 naissances, ainsi que la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 20 pour 1000 enfants. Il ambitionne également de ramener le taux de malnutrition chronique à 15%. La mise en œuvre de ces objectifs nécessitera un investissement estimé à 4,2 milliards de dollars. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe composée de plusieurs techniciens et collègues, nous vous souhaitons de passer une excellente fin d'après-midi en compagnie de la télévision rwandaise.